Bonjour. Est-ce que vous avez reçu ce que je vous ai envoyé? Je vous ai envoyé l'image que vous m'avez demandé concernant les différents types de lecture, de perte d'attache, de profondeur de poche et de récession. Je vous ai envoyé aussi un petit document en PDF qui parle des recommandations qu'on aura besoin quand on fera le TD sur la prémédication. Voilà, normalement, je vous ai tout envoyé. Et avec la personne que vous m'avez envoyé le jeudi à l'hôpital, je vous ai envoyé le charting et je vous ai envoyé aussi la feuille qu'on a l'habitude de remettre aux malades ayant une maladie cardiovasculaire pour qu'elle soit remplie par son médecin traitant. Est-ce que vous avez reçu tout ça? Vous avez reçu tout ça? OK. Donc, pas la deuxième feuille. Quelle feuille? C'est quoi la deuxième feuille, monsieur Sedja? C'est quoi cette deuxième feuille? C'est quoi pas la deuxième feuille? C'est quoi ça? On n'a pas reçu la deuxième feuille, c'est l'autre. On a reçu la feuille du charting parodontal Oui. et celle dont vous avez parlé maintenant. Je crois que ça parle. Concernant les malades à risque? Concernant les malades à risque, c'est ça? Oui. Je l'ai envoyé, je lui ai tout donné. Ah bon, j'ai vérifié avec la fille qui est venue et puis il y avait beaucoup de feuilles de charting. Il y en avait Voilà, même en trop. J'ai Mais remis je pense beaucoup de que feuilles de l'autre, charting. Pardon? Est-ce qu'il y en avait une seule ou est-ce qu'il y en avait une par étudiant? Non, non, il y a une seule que vous devez la photocopier. D'accord, je vais vérifier avec elle. Je vais vérifier avec Voilà. Pour le charting, j'avais remis beaucoup, mais pour la fiche navette, j'ai remis une seule copie. elle. D'accord, je vais vérifier avec elle. Voilà, très bien. Monsieur Boussa, vous m'entendez ou pas? Arrangez votre micro. Est-ce que vous avez un problème de micro ou on peut commencer? Aujourd'hui, on fera l'examen des lèvres, des freins et on fera aussi l'examen occlusal, l'examen des parafonctions, les habitudes vicieuses et tout ça. Voilà. Donc, bismillah. Donc, alors, l'examen des lèvres. Rappelez-vous, on avait parlé au début, quand on avait fait la fiche clinique, rappelez-vous, quand on avait commencé la fiche clinique, il y a une partie où c'est marqué les lèvres. Donc, quand on fait l'examen des lèvres, qui fait partie de l'examen des lèvres, il fait partie de l'examen exobuccal, comme il peut faire partie de l'examen intermédiaire, c'est-à-dire entre exo et endo. Donc, il s'agit du premier temps d'examen lorsque le patient entrouvre les lèvres. Donc, à l'état statique, on doit analyser l'orifice buccal, l'état des muqueuses, la sécheresse lors de la ventilation et voir, par exemple, la tonicité de l'orbiculaire. Les lèvres, elles peuvent être isotoniques, elles peuvent être hypotoniques, elles peuvent être hypertoniques. C'est ça qu'on a dit, on va examiner la tonicité de l'orbiculaire des lèvres. Est-ce que vous avez compris? Donc, au moment où on fait l'examen, quand les lèvres sont de tonicité normale, on écrit isotonique. Quand les lèvres sont de tonicité inférieure ou qui sont relâchées, on parle d'hypotonicité. Et quand les lèvres sont charnues et sont dures au moment de les toucher, là, on parle d'hypertonicité. OK? Par contre, l'examen des freins. Pour l'examen des freins, on a dit que l'examen des freins labiomédiaux est réalisé en écartant les lèvres. D'accord? Donc, on doit écarter les lèvres. Et quand on écarte les lèvres, on va apprécier les freins. Donc, vous voyez ici, on a tiré horizontalement sur les lèvres et on doit apprécier le frein. Les freins sont appréciés selon leur aspect normal ou hypertrophique, leur longueur souple ou courte, leurs conséquences
c'est-à-dire s'ils ont créé un diastème interincisif supérieur ou une récession gingivale inférieure. Il y a un test qu'on doit, en tirant sur la lèvre, qu'est-ce qu'on va voir? En tirant sur la lèvre, la normale, c'est quoi? La normale, quand je tire sur la lèvre, la normale, c'est quoi? D'après vous? J'ai tiré sur la lèvre. La normale, c'est quoi? La gencive doit garder une couleur normale. La gencive doit garder une couleur normale. Quoi d'autre? Et l'attache du frein se fait à la jonction entre la gencive et la muqueuse. Oui. Et si le frein est attaché au niveau de la gencive attachée, qu'est-ce qui peut se produire? La gencive va blanchir. Va blanchir et quoi d'autre? C'est tout. Donc, ce que vous venez de dire est juste, sauf que on peut tolérer un blanchiment de la gencive attachée parce qu'il n'y a pas de risque, d'accord? Mais ce qui n'est pas toléré, c'est que quand ce frein-là est attaché, ce frein-là est attaché au niveau de la papille ou attaché au niveau de la gencive libre. Vous savez pourquoi? Parce que imaginez-vous ce patient-là au moment de la mastication, au moment de la phonation, il y a une mobilisation, une certaine mobilisation du frein. Donc, à chaque fois que ce frein-là va bouger, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à chaque fois ramener avec lui cette gencive libre. Et à chaque fois, quand il ramène avec lui sa gencive libre, ça va permettre l'accumulation davantage de plaques sous cette gencive libre. Est-ce que vous comprenez? Oui. D'accord. Donc, regardez ici. Là, c'est intolérable, ok? Pourquoi? Parce qu'en tirant sur la lèvre, j'ai obtenu une mobilisation de la gencive libre. Et là, si on ne va pas intervenir à ce stade-là, il va y avoir récession au niveau de cette dent. Donc, mademoiselle Chine, le frein est situé au fond du vestibule. D'accord? Donc, la physiologie qui soit attachée à la gencive attachée, pas uniquement. On va voir la classification des freins et à partir de là, je vous expliquerai. J'ai dit que le frein, normalement, il est attaché au niveau de la ligne mucogingivale. C'est comme vous l'avez dit au début, au niveau du fond du vestibule. Mais on peut considérer aussi l'insertion au niveau de la gencive attachée comme étant une insertion physiologique. Est-ce que vous comprenez? Donc, il peut s'insérer au niveau de la ligne mucogingivale comme il peut s'insérer au niveau de la gencive attachée. D'accord. Donc là, il est inséré au niveau de la gencive libre et là, il est inséré au niveau de la papille de l'espace interdentaire. Là aussi, regardez, c'est pathologique. Là, regardez en tirant sur les lèvres. L'examen des freins. Regardez, on fait examen des freins, on fait l'examen des freins labiaux et l'examen du frein lingual. Donc, il tire avec lui la papille avec blanchiment de la gencive. Donc, il tire avec lui la papille. Le test de Chaput. Donc, quand est-ce que je dis que le frein il est mal inséré? Quand est-ce que je dirais le frein? Quand le test de Chaput est positif. Qu'est-ce que ça veut dire le test de Chaput est positif? C'est quand je tire sur ce frein, il tire avec lui la papille et il va blanchir cette gencive tirée. OK? Ensuite, Monsieur Boussa, est-ce que vous êtes là? Boussa, parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous ne m'entendez pas. Monsieur Boussa, il ne m'entend pas? La classification topographique des freins. Il y a plusieurs classifications. La première, c'est celle de Dewey en 1946. Il y a celle de Placek. Vous devez retenir celle de Placek en 1974. Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé 4 classes correspondant à 4 niveaux d'attache du frein. Vous voyez sur la fiche qu'on vous a remis, la fiche clinique, il y a une partie là où c'est marqué le frein. Donc, là où c'est marqué le frein,
vous devez marquer le type d'attache. Vous allez dire selon placette. Par exemple, si vous avez trouvé que le patient ait une attache muqueuse, vous allez dire le frein supérieur a une attache muqueuse selon placette, OK? Ou une attache gingivale selon placette. Comme je vous ai dit pour les indices, classification et indices, je reviens toujours à l'auteur qui l'a désigné. Donc, j'ai dit qu'il y avait une attache muqueuse, attache gingivale, attache papillaire et attache interdentaire. Donc, la classification, vous devez la prendre en disant que l'attache muqueuse, l'insertion du frein labial supérieur, appartient à la muqueuse alvéolaire et se situe à la limite de la ligne mucogingivale. L'attache gingivale, les insertions basses du frein labial supérieur sont noyées dans la gencive attachée. L'attache papillaire, le frein labial supérieur est inséré dans la gencive papillaire. La mobilisation de la lèvre, test de traction, entraîne dans ce cas un déplacement de la gencive marginale des incisives centrales. L'attache interdentaire, le frein labial supérieur, rejoint le sommet du septum gingival et se confond avec la papille bunoïde. Cette situation anatomique est généralement en relation avec la persistance du diastème inter-incisif. Est-ce que vous avez compris la classification? Donc, je répète, ces deux classes sont tolérables. Ces deux attaches ne sont pas tolérables. On doit intervenir quand le frein est une insertion papillaire ou interdentaire. Quand le frein a une insertion muqueuse ou gingivale, je n'interviens pas. Il y a des questions? Mademoiselle Chine, est-ce que vous avez… J'ai répondu à votre question maintenant en vous proposant la classification. OK. Les autres, Boussara, vous n'êtes pas là? Bonsoir, madame. Vous n'étiez pas là? Oui, j'ai eu un petit problème de connexion, je viens de le régler. D'accord, parce que d'habitude, vous participez. Ah oui, c'est pour ça, c'est comme la connexion. OK. Là, est-ce que vous êtes arrivé à temps? Est-ce que vous avez compris les freins? Oui, un peu, oui, mais est-ce que vous pouvez répéter brièvement, juste les titres pour noter. Attendez, je réponds aux questions de vos camarades, ensuite je vous répète. Donc, vous avez dit que les deux premières sont tolérables et les deux restes sont intolérables, c'est ça? Oui, je dis tolérable, c'est-à-dire les deux attaches, les deux premières attaches ne vont pas causer des problèmes parodontaux. Or que l'attache papillaire et l'attache interdentaire vont causer des problèmes. C'est pour ça qu'on ne les tolère pas. Il faut intervenir quand il y a l'attache papillaire ou l'attache interdentaire. J'ai des illustrations, je vais vous les montrer. Je vous laisse juste le temps de recopier. Alors, M. Boussara, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Vous n'avez pas raté grand-chose. J'étais juste en train d'expliquer l'examen des lèvres en disant que les lèvres, on doit noter la tonicité de l'orbiculaire en notant est-ce que cette tonicité, est-ce que les lèvres ont une tonicité normale, c'est-à-dire isotonique? Est-ce qu'ils sont hypotoniques? Est-ce qu'ils sont hypertoniques? Ensuite, j'ai parlé des freins labiaux. Je disais que ces freins labiaux, il faut les examiner. Comment on les examine? C'est en écartant les lèvres et en examinant soigneusement le frein à la recherche d'un frein mal inséré. Regardez ici, c'est un frein qui est mal inséré. Là aussi, c'est un frein qui est mal inséré. Regardez comment le frein est tiré. J'ai parlé aussi des tests de Chapuis. J'ai dit qu'un test de Chapuis est positif. Quand le test de Chapuis est positif, ça veut dire que ce n'est pas bon. Ça veut dire qu'on est dans l'attache papillaire et on est dans l'attache interdentaire. Lorsqu'on tire sur le frein, il tire avec lui la papille avec blanchiment de la gencive. Est-ce que c'est clair, monsieur Boussara?
Ensuite, j'ai parlé des 4 classes, c'est-à-dire des 4 niveaux d'attache. J'ai dit qu'il y a une attache muqueuse, attache gingivale, attache papillaire et attache interdentaire. La demoiselle qui m'a demandé des illustrations, les illustrations vont venir. Donc, ça, ce qu'on appelle une attache muqueuse, c'est-à-dire il est inséré au fond du vestibule, au niveau de la ligne mucogingivale, au niveau de la muqueuse. Ça, c'est une attache gingivale, c'est-à-dire que le frein, il est inséré au niveau de la gencive attachée. Ça, c'est une attache papillaire, il est inséré au niveau de la papille. Et là, c'est une attache interdentaire parce que ça va jusqu'à la papille bunoïde. C'est bon pour les illustrations, mademoiselle? Madame. Donc, ça, c'est une attache muqueuse, attache gingivale, attache papillaire. Et ça, c'est une attache interdentaire. Oui, monsieur Boussard. C'est la même classification qu'on a vue la première séance. La première séance, on n'a pas parlé des freins. Bon, j'ai assisté chez une autre prof. La première semaine, on a vu les types d'insertion des freins. C'est-à-dire, vous n'étiez pas chez moi, vous étiez chez quelqu'un d'autre. Oui. Ensuite, on a changé. La première séance, on vous a parlé des freins. Oui, on a vu les types de freins. C'est ça, c'est la même chose. C'est la classification de Plasek. La papille bunoïde, c'est celle-là. Oui. D'autres questions? Vous étiez chez qui avant que vous soyez chez moi? Je crois que… Responsable. Comment? Responsable. Prof responsable? Oui, docteur Idouraïn. Normalement, oui. Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que vous avez pris note de la tâche et tout ça? C'est à apprendre, hein? C'est bon? Là, on va commencer l'examen occlusal. Est-ce que c'est clair pour tout ce qu'on vient de faire maintenant? C'est bon? D'accord, mademoiselle Brahimi. D'accord. Donc, l'examen occlusal, donc on a dit que le terme occlusion concerne les rapports des contacts des dents résultant d'un contrôle neuromusculaire du système indicateur à l'état statique et à l'état dynamique. Donc, qui dit examen occlusal dit état statique et état dynamique. Toute altération de l'un des constituants de cet appareil indicateur, vous connaissez ce que c'est appareil indicateur? Vous connaissez ce que c'est? Vous l'avez fait partout normalement. Hein? Vous savez ce que c'est l'appareil indicateur? Oui. D'accord. Donc, quand il y a une altération de l'un des constituants de cet appareil indicateur, peut perturber l'occlusion, de même qu'une altération de l'occlusion, c'est-à-dire c'est un complexe fermé, c'est un cercle vicieux. Donc, si j'ai une altération de l'un des constituants de l'appareil indicateur, ça va se répercuter sur l'occlusion. Et s'il n'y a pas uniquement l'ATM, mademoiselle, dans l'appareil indicateur, et s'il y a une perturbation de l'occlusion, une altération de l'occlusion, automatiquement, ça va se répercuter sur l'un des composants de l'appareil indicateur. Donc, dans ce cas-là, ça va engendrer des lésions considérables. Donc, c'est pour cela on doit faire une analyse occlusale parfaite en bouche sous articulateur à la recherche de quoi? Des surcharges et des désharmonies occlusales. Comme le DAM, oui, oui. Quand on dit un déséquilibre, de l'appareil indicateur, ça peut donner un DAM. Oui, ATM, muscle masticateur, oui, c'est ça. Et l'appareil neuromusculaire,
Donc j'ai dit que l'occlusion, on doit faire son étude à l'état statique et à l'état dynamique. Donc, l'état statique, c'est-à-dire, je demande au patient de serrer les dents et à partir de là, je vais essayer de voir son occlusion incisive, son occlusion canine et son occlusion molaire. Normalement, ce tableau-là, vous devez le faire à chaque fois que vous aurez un malade. Vous savez à quel niveau, au niveau de la fiche? Là où c'est marqué occlusion. Il y a un chapitre où c'est marqué occlusion sur votre fiche. Donc, dans le sens vertical, overbite 2 à 3 mm, overjet, coïncidence ou non du point interincisif. L'occlusion canine, les recouvrements, les classes d'angles et le surplan canin. Molaire, toujours aussi le recouvrement, les classes d'angles et l'engrainement molaire. Je vous ai dit comme quoi ce tableau doit exister une fois arrivé à l'examen occlusal sur la fiche. Vous devez le faire. Les prématurités. Le mot prématurité, rappelez-vous bien, le mot prématurité, on l'utilise à l'état statique. Retenez bien ça. Les prématurités, on doit les rechercher à l'état statique. Ça veut dire, je demande au patient de serrer les dents, je fais mon examen occlusal et je recherche mes prématurités. Les prématurités, on a dit, ce sont les contacts occlusaux antérieurs ou postérieurs qui se produisent avant l'intercuspidation maximale, c'est-à-dire avant que le patient essaye de fermer, hein, d'accord, avant qu'il y ait la position d'intercuspidation maximale, le patient a ses contacts en premier, qui vont se faire en premier et qui vont empêcher la fermeture finale. Est-ce que vous avez compris? Donc, cet examen, il se fait soit avec un papier articulé, comme vous voyez ici, soit carrément avec une cire calibrée, en position d'intercuspidation maximale. Est-ce que vous comprenez? Je répète, les prématurités, on doit les rechercher en position d'intercuspidation maximale à l'état statique. C'est-à-dire, je vais demander à mon patient de fermer sa bouche. En fermant sa bouche, je vais voir si le patient, il fait, c'est-à-dire il arrive à avoir sa position d'intercuspidation maximale sans problème, là, ça veut dire que c'est bon. Mais des fois, il y a des contacts prématurés qui se font et qui empêchent cette position d'intercuspidation maximale. Et donc ça, on les appelle prématurités. C'est clair? C'est clair ou pas? Madame, Oui, vous pouvez reprendre la slide précédente, j'ai une coupure. ça? Oui, Une coupure de quoi? C'est-à-dire sans image? de connexion. Non, non, j'avais rien. Coupure de connexion. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit que l'état statique, on doit rechercher l'occlusion incisive, l'occlusion canine et l'occlusion molaire, ce que vous avez l'habitude de faire en ODF, d'accord? Donc, vous allez la rechercher, cette occlusion, dans le sens vertical, antéro-postérieur et dans le sens transversal. Est-ce que vous avez compris, monsieur Chedjar? Oui, merci. C'est tout, donc il n'y avait pas grand-chose. D'accord. La prématurité, c'est on n'a pas une bonne occlusion. Exactement. Ça veut dire la prématurité, ça veut dire que le patient n'arrive pas, à fermer, pour avoir sa position d'intercuspidation maximale. Il y a des dents qui se touchent avant les autres. C'est ça les prématurités. Et ça se fait
en position d'intercuspitation maximale. C'est clair? Madame, Oui. s'il vous plaît, c'est quoi coïncidence des pays? PIM, position d'intercuspitation maximale. PII. Non, au niveau du tableau. D'accord. Ça, c'est la coïncidence des points interincisifs. D'accord, merci. Le PII, ça veut dire position d'intercuspitation, c'est-à-dire la coïncidence du point interincisif. Je vais lire les commentaires. Donc, prématurité, si on n'a pas une bonne occlusion, à ce que concerne la région postérieure. Non, 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 jamais. Parce que il se pourrait qu'il y ait une dent antérieure qui gêne la fermeture. Il se pourrait qu'il y ait une dent postérieure qui gêne la fermeture. Il se pourrait qu'il y ait une dent antérieure et avec une dent postérieure. Donc, n'importe quelle dent qui peut entraver la fermeture pour obtenir une position d'intercuspitation maximale. C'est clair? Madame, Oui. est-ce qu'une prématurité, c'est une surocclusion? À peu près, oui. À peu près, oui. D'accord. Est-ce que c'est bon pour les prématurités? C'est bon? Donc, au début, c'était à l'état statique. Maintenant, à l'état dynamique. À l'état dynamique, on ne recherche pas les prématurités. On ne dit pas prématurité. On dit interférence. D'accord? D'ailleurs, toutes ces notions-là, je vais les reprendre quand je ferai le cours de l'occlusion. Parce que c'est moi, normalement, qui dois faire ce cours-là. Déjà, vous avez cours avec moi ce mercredi. Je répète, les prématurités, on les recherche à l'état statique. Et les interférences, on les recherche à l'état dynamique. Donc, on a dit, la recherche d'une interférence, c'est un contact occlusal traumatique se produisant lors d'un mouvement de propulsion de latéralité. C'est-à-dire ici, je vais demander au patient de faire balancer sa mandibule, soit à droite, soit à gauche, en recherchant ces interférences, soit en demandant au patient de propulser sa mandibule vers l'avant. Donc, on doit examiner simultanément la protrusion, la latéralité et le chemin de fermeture. Et qu'est-ce qu'on est censé remarquer? Je vais vous montrer. Essayez de retenir doucement, doucement les données. Est-ce que vous avez tout retenu par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer maintenant? Est-ce que c'est clair? Oui, oui. Donc, statique, prématurité, dynamique, Dynamique et interférence. interférence. C'est clair? C'est bon Oui. jusque-là? Oui. Ensuite, il y a les examens. J'ai dit la protrusion, la latéralité. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est clair là pour tout le monde? Le mouvement de protrusion, qu'est-ce que je fais? Je vais demander au patient de faire ma balancée et ramener. Vous pouvez même faire ce geste-là vous-même. Vous allez faire avancer votre mandibule jusqu'à ce que vous allez obtenir un bout à bout antérieur. OK? C'est bon? Normalement, je dois avoir ça. Ça veut dire 2 incisives centrales supérieures qui sont en contact avec 4 incisives inférieures. C'est clair? Est-ce que c'est clair? La normale, c'est d'avoir 2 dents centrales supérieures qui se touchent avec 4 dents inférieures. En plus, une désocclusion postérieure. Ça veut dire que les dents postérieures ne vont pas se toucher. Je répète. Donc, le patient va faire glisser en avant jusqu'à ce qu'il obtienne un bout à bout incisif. Mais là, c'est à partir de la position d'intercuspitation maximale jusqu'au bout à bout. Et la normale, c'est quoi? C'est 2 incisives sur 4.
plus, il n'y a pas que ça, hein. La condition, c'est quoi? Je vais avoir 2 incisives sur 4 plus des occlusions postérieures. Ça, c'est la normale. Mais toute autre chose ou tout obstacle qui pourra empêcher ce que je viens de dire maintenant, ce qui est la normale, on est en présence d'une interférence protrusive. Est-ce que vous avez compris? Normalement, ici, sur cette image-là, il y a 7 dents qui se touchent en premier. Donc, qu'est-ce que je dirais? Je dirais interférence protrusive travaillante. Si, par exemple, je n'ai pas une image, malheureusement, je n'ai pas cette image-là, malheureusement, c'est-à-dire au moment de mouvement de protrusion, je n'ai pas eu cette désocclusion postérieure. Je dirais interférence protrusive non travaillante. Je répète. Quand il y a une dent qui se touche en premier par rapport aux autres, je dirais, c'est comme ici, je dirais que c'est une interférence protrusive travaillante. Et quand c'est par exemple les dents postérieures qui se touchent, or que la normale ne doivent pas se toucher, je dirais une interférence protrusive non travaillante. Est-ce que le mouvement de protrusion est bon? Madame, Oui. s'il vous plaît, donc on parlera d'une interférence protrusive travaillante au niveau du groupe antérieur et non travaillante au niveau du groupe postérieur. Exactement. D'accord, merci. Monsieur Damou, votre camarade vient de répondre à cette question. Donc, quand c'est antérieur, c'est travaillant. Quand c'est postérieur, c'est non travaillant. C'est bon? Est-ce que tout le monde a compris le mouvement de protrusion? OK. Et là? Oh. C'est quoi ça? En précisant postérieur ou antérieur. Mais c'est normal, il faut préciser juste, est-ce que c'est protrusif ou pas? Parce que quand vous allez dire protrusif, protrusif travaillante, on sait que c'est antérieur. Quand on dit protrusif non travaillante, on sait que c'est postérieur. On dit que c'est travaillant si on n'a pas un contact antérieur et non travaillant si on a un contact postérieur. L'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, c'était un cas où cet exemple-là, vous voyez ici, donc le cas que je vous ai montré ici, regardez, il y a un contact, un seul contact, or que normalement, parce que la normale c'est quoi? Je vous ai dit 2 sur 4. Si je n'ai pas ce 2 sur 4, donc c'est une interférence protrusive travaillante. C'est tout. Alors, est-ce que c'est clair pour le mouvement de protrusion? Madame, Oui. s'il vous plaît, dans l'interférence protrusive non travaillante, on parle d'un contact postérieur seulement. Là, il y a un contact postérieur avec un contact des incisives. Vous avez dit interférence protrusive travaillante, non travaillante. Non travaillante, oui. Non travaillante, parce que nous, la normale, qu'est-ce qu'on avait dit? La normale, on avait dit que postérieurement, il doit pas y avoir de contact. Oui. Ça veut dire qu'antérieurement, c'est bon. Il n'y a pas d'interférence. Oui. Quand je dis qu'il n'y a pas d'interférence antérieure,
Ça veut dire que j'ai eu mes 2 sur 4, oui ou non? Oui. Donc, si j'ai eu en plus de 2 sur 4, la normale au niveau antérieur, j'ai eu un contact postérieur, là, ça veut dire que antérieurement, c'est normal, mais postérieurement, j'ai une interférence. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, merci. Là où c'est pas normal, je dis interférence. Il y a une règle à suivre. Quand la règle, je la trouve pas, ça veut dire que c'est une interférence. C'est bon? D'accord, d'accord. Oui, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Donc, on disait que le mouvement de latéralité représente le trajet qu'effectue la mandibule lorsque les dents inférieures glissent latéralement sur les faces internes des cuspides vestibulaires, des dents maxillaires, et plus particulièrement sur les faces palatines des canines supérieures, parce que nous, ici, on s'intéresse aux canines. Attendez, là. Est-ce que vous arrivez à voir la flèche? Est-ce que vous arrivez à voir ma flèche? Vous arrivez à voir ma flèche? Est-ce que tout le monde arrive à suivre? Regardez ici. On a dit que c'est la canine. Hein? Est-ce que tout le monde m'écoute là? On dit que c'est la canine. C'est la canine qui conduit le mouvement de latéralité. Quand c'est la canine seule, on parle de fonction canine. Quand c'est la canine, en plus, elle doit y avoir la canine. Hein. En plus de la canine, il y a d'autres dents postérieures qui conduisent le mouvement. On parle de fonction de groupe. Donc, cette image-là, ici, j'ai une fonction canine. Et là, j'ai une fonction groupe. Donc, tout obstacle empêchant d'aller de façon harmonieuse à ce mouvement de latéralité, on parle d'interférence déductive. Donc, l'exemple, suivez-moi. Si par exemple, je vais faire balancer ma mandibule vers le côté droit, d'accord? Je balance ma mandibule vers le côté droit. Le côté droit, c'est le côté travaillant. Le côté gauche, c'est le côté non travaillant. OK? Ensuite, le côté droit, normalement, je dois avoir soit une fonction canine, soit une fonction groupe. Le côté non travaillant, c'est-à-dire le côté gauche, je vais avoir une désocclusion totale, c'est-à-dire que ça ne va pas se toucher. Mais si par exemple, du côté, je vais vous poser une question. Par exemple, lors de mouvements de latéralité du côté droit, j'ai eu un contact du côté gauche. Quelle expression je dirais? J'ai eu un contact du côté gauche. Or que moi, j'ai fait mon mouvement de latéralité vers le côté droit. Une interférence. Une interférence, oui. Terminez votre phrase. Elle est incomplète. Le côté non travaillant. Attendez, donnez-moi toute la phrase qui veut dire que… Attendez, je répète ce que je suis en train de dire, après vous répondez. J'ai dit, donnez-moi la phrase que je dois dire, que le moment où j'ai effectué mon mouvement de déplacement de la mandibule vers le côté droit, j'ai eu un contact du côté gauche. Je dirais quoi? Attendez, je vais lire vos réponses. Exactement. Interférence déductive non travaillante. Très bien, vous avez très bien compris. Donc, mais par contre, si en balançant ma mandibule du côté droit et j'ai eu un contact, entendez bien, j'ai eu un contact des dents
mais je n'ai pas eu de contact des canines. Je parle du côté travaillant, c'est-à-dire le côté droit. Je dirais une interférence déductive travaillante. Madame, mais comment préciser si c'est une déduction à gauche ou à droite? Oui, bien sûr. Comment Mais vous préciser? n'allez pas la préciser, vous n'allez pas la préciser dans le mouvement. Vous allez dire mouvement de latéralité côté gauche, mouvement de latéralité côté droit. Donc, le mouvement de latéralité côté gauche, j'ai une interférence déductive travaillante. Le mouvement de latéralité côté droit, par exemple, interférence déductive travaillante, par exemple. D'accord? Vous précisez avant. D'accord. Oui. C'est bon? Les interférences déductives, qu'elles soient travaillantes ou non, est-ce qu'elles incluent seulement les dents postérieures ou même les dents antérieures? Ça peut inclure les dents antérieures, mais dans ce cas-là, on parle d'interférence. Parce que nous, regardez, dans cette image-là, vous voyez, les dents antérieures sont incluses. Vous voyez? Oui, Là, les dents antérieures sont incluses dans la fonction groupe. Mais le plus important pour moi, il faut que je recherche au début la fonction canine et je vais voir les autres dents. Là, il n'y a pas d'interférence. Vous comprenez? Là, c'est une fonction groupe. Là, c'est une fonction groupe. Donc, la fonction groupe inclut aussi les dents antérieures. Ça peut inclure les dents antérieures. Merci. De rien. C'est bon? C'est bon? Madame, Oui. et dans le cas physiologique, s'il y a la fonction canine, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit présence de la fonction canine. Lors du mouvement de latéralité, fonction canine est présente. C'est tout. D'accord. Là, vous dites pas d'interférence. Voilà. Voilà. Merci. De rien. Attendez, je n'ai pas lu vos questions. Attendez, c'est quoi ça? On parle d'interférence dans un état pathologique. Bien sûr, mademoiselle, depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer. Le mot interférence, c'est pathologique. Le mot prématurité, c'est pathologique. Le mot prématurité est réservé à l'état statique et le mot interférence pathologique réservé lors de l'étude dynamique. On dit interférence quand il n'y a pas fonction canine ou fonction groupe. Non, c'est pas ça. Parce que vous, quand vous faites le mouvement de latéralité, il y aura des dents qui vont se toucher. Mais moi, ce que je cherche les canines. Il faut qu'il y ait les canines. Et s'il y a d'autres dents qui vont se rajouter, tant mieux. S'il n'y a pas, eh bien, c'est ça. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? Et s'il n'y a pas de contact entre les canines, on parle aussi d'interférence. Ah oui, ah oui. Merci. De rien. S'il y a fonction canine plus fonction groupe, c'est physiologique. Je ne peux pas avoir les deux fonctions. On parle de fonction canine quand il y a uniquement la canine qui rentre en jeu. On parle de fonction groupe quand c'est canine plus autres dents qui participent dans la fonction. Mais donc s'il y a fonction groupe plus, je ne peux pas avoir fonction groupe plus fonction canine. Je dis fonction canine quand c'est uniquement la canine. Je dis fonction groupe quand c'est plusieurs dents plus la canine. Il faut choisir comment parler, ok? Je n'ai pas compris interférence déductive travaillante. C'est très simple.
Je vous ai dit, l'exemple que je vous ai donné, c'est le côté droit. Je vous ai dit, vous avez fait balancer votre mandibule du côté droit, ok? En balançant la mandibule du côté droit, je n'ai pas eu le contact canine. J'ai eu quelques dents qui sont rentrées en contact. Donc, dans ce cas-là, je dirais que j'ai une interférence déductive travaillante. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Boumansoura? Si on a fonction canine plus d'autres dents qui se touchent, on parle de quoi dans ce cas-là? On parle de fonction groupe. On dit fonction canine quand c'est uniquement la canine qui rentre en contact lors de mouvements de latéralité. Et on dit fonction groupe quand il y a beaucoup de dents, y compris la canine, qui rentre dans cette fonction. OK? Le chemin de fermeture, il convient non seulement de mesurer l'ouverture ou l'amplitude maximale, mais également de vérifier si ce trajet d'ouverture est régulier. Est-ce que vous avez vu sur l'affiche, on avait parlé du chemin de fermeture hein, sur l'affiche. Vous avez en face de vous la fiche clinique que je vous ai remis. Donc, la fiche clinique, il y a un titre en bas où c'est marqué chemin de fermeture. Oui ou non? Oui, d'accord. Il y a un titre où c'est marqué chemin de fermeture. Donc, ce chemin de fermeture, on doit voir si ce chemin de fermeture, il est droit ou si ce chemin de fermeture est dévié. Et ce chemin de fermeture, il est calculé de la position de repos jusqu'à la fermeture maximale. D'accord? Je répète, le chemin de fermeture est calculé de la position de repos à l'intercuspidation maximale. Chemin de fermeture, c'est de calculer, il est calculé de la position de repos à la fermeture maximale ou à l'intercuspidation maximale. OK? Et on va dire si ce chemin de fermeture est droit ou dévié. Maintenant, on va parler des examens des fonctions. Toujours sur la même fiche, après le frein, vous avez la déglutition. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Nous faisons avaler le patient une gorgée d'eau. Ça, si on a de l'eau. Sinon, on lui demande d'avaler sa propre salive. Et on note s'il y a contraction des orbiculaires, des lèvres ou de la haube du menton, pulsion ou interposition de la langue. Écartez légèrement les lèvres, soit avec un instrument, soit avec l'index et le pouce au niveau des canines. Il faut noter s'il y a une interposition de la langue antérieure ou postérieure et préciser le type de la déglutition. Donc, sur la fiche, vous avez déglutition typique et déglutition atypique. Donc, je dis déglutition typique quand il y a, ou on dit déglutition typique ou adulte, on dit déglutition atypique ou infantile. D'accord? Je répète, on dit déglutition atypique ou infantile, on dit déglutition typique ou adulte. La déglutition typique, c'est quand elle se fait sans qu'il y ait contraction des orbiculaires et sans qu'il y ait pulsion et sans qu'il y ait interposition. OK? La déglutition atypique ou infantile, elle se fait avec contraction et avec interposition de la langue entre les deux arcades. Est-ce que vous avez compris la déglutition? Donc, vous, sur la fiche, vous allez entourer la bonne réponse si vous avez trouvé la déglutition typique ou atypique et vous allez dire à côté, dans l'espace qui vous reste, dire si vous avez entouré atypique, vous allez écrire à côté avec interposition de la langue entre les deux arcades. Si vous avez entouré typique, vous allez l'écrire sans interposition de la langue entre les deux arcades. Voilà. Est-ce que vous avez compris la déglutition?
Ok. La mastication. La mastication. Sur la fiche, vous avez, cherchez-moi sur la fiche, c'est marqué difficulté à mastiquer. Vous l'avez trouvé sur la fiche? Est-ce que vous avez vu sur la fiche difficulté à mastiquer? Et vous avez à côté droite et gauche. Dites-moi, comment on peut reconnaître que la mastication, parce que des fois, quand vous demandez au patient, il ne saura pas vous répondre. Comment vous pouvez savoir si la déglutition, elle est, pardon, pas la déglutition, si la mastication, si le patient a une difficulté à mastiquer, ou si le patient, il mange sur le côté droit ou il mange sur le côté gauche. Comment vous pouvez le savoir? La tonicité musculaire? Non. La déviation du point de contact interincisif. Non, non. Réfléchissez un peu. Parce que des fois, si vous allez demander au patient, il va vous dire que je ne me rappelle pas, je ne sais pas sur quel côté je mange, quelque chose comme ça. Comment vous saurez si le malade, il mange sur le côté droit ou il mange sur le côté gauche? Il a des problèmes. La présence de tartre. La présence de tartre. La présence de plaques. La présence de plaques et la présence de tartre. Je vous explique. Quand j'ai déjà, attendez, pour ceux qui ont dit présence de tartre et présence de plaques, ça veut dire, quand j'ai la difficulté, est-ce que j'ai beaucoup de tartre ou j'ai pas beaucoup de tartre? Par exemple, je mange sur le côté droit. Attendez, je termine ma question. Si le patient mange sur le côté droit, il ne mange pas sur le côté gauche, qu'est-ce que j'aurai sur le côté gauche et qu'est-ce que j'aurai sur le côté droit? J'aurai du tartre du côté gauche. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la salive, madame. Il mange fréquemment du côté gauche. Donc, il ne mange pas sur le côté gauche. La salive. La salive et autre chose? La langue. Autre chose? La couleur du dent. La couleur de quoi? La couleur de quoi? Non, peut-être. Je vous entends pas. Qu'est-ce que vous avez dit? Alors, je n'entends personne. Par rapport au côté gauche, je vous explique. En général, le patient, quand il a une difficulté à mastiquer, c'est-à-dire il va manger sur un côté beaucoup plus que l'autre. Le côté où il ne mange pas beaucoup, c'est un côté qui n'est pas soumis à l'auto-nettoyage. D'accord? Donc, s'il n'y a pas d'auto-nettoyage, il n'y a pas une élimination naturelle de la plaque. Donc, vous aurez plus de plaques, vous aurez plus de tartre et vous aurez plus d'inflammation sur le côté qui n'est pas actif. Est-ce que vous avez compris? Donc, déjà, cliniquement, je peux reconnaître le côté de la mastication. Donc, cette mastication, en général, si par exemple, le patient, il vous dit « je ne mange pas sur le côté gauche », quand le patient il vous dit que je ne mange pas sur le côté gauche, là vous avez mastication, difficulté à mastiquer. Vous allez entourer le côté gauche et dans l'espace que vous avez à côté, vous allez dire pourquoi il a cette difficulté. En général, la difficulté à mastiquer, en général, est due par exemple à une carie non soignée, est due à un édentement, ou carrément dû à une habitude. Il peut vous dire que je ne mange pas sur le côté gauche parce que je suis habituée de manger sur le côté droit. Il peut vous dire que je ne mange pas sur le côté gauche parce que je n'ai pas de dents. Il peut vous dire que je ne mange pas sur le côté gauche parce que j'ai des caries et je risque d'avoir mal. Est-ce que vous avez compris?
Madame, mais si le patient a une bonne hygiène, Oui. comment on peut savoir de quel côté il mastique? Il peut pas avoir une hygiène extraordinaire avec une difficulté à mastiquer, monsieur. C'est deux choses différentes. On ne peut pas les avoir les deux. Vous le saurez, vous le saurez. D'accord? Oui. Est-ce que c'est bon? Donc, après la mastication, la phonation, celle-ci doit être analysée non seulement à l'oreille, mais aussi au regard, car certains appuis anormaux de la langue sur les incisives peuvent être vus lors de la prononciation de certains phonèmes. Je vous explique. Normalement, je vais vous donner un simple exemple. Normalement, quand je dis papa, le P, c'est un phonème labiolabial, c'est-à-dire il n'y a que les lèvres qui interviennent pour faire ressortir ce phonème. OK? Mais il y a certains patients qui ont une proalvéolie supérieure qui prononcent le P en appuyant sur la face palatine des incisives supérieures. Et si vous ne l'avez pas vu, vous ne l'aurez pas su. Parce qu'en l'entendant, vous aurez le même son. Mais en le voyant, que vous allez comprendre que la prononciation ne se fait pas avec des appuis normaux. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce qu'elle peut, c'est quoi ça? Peut-être dû inconsciemment à cause de l'occlusion. Oui, ça peut être ça aussi. Oui. Quand on dit à cause de l'occlusion, ça veut dire qu'il n'a pas de dents, une prothèse mal adaptée, une dent qui a migré. Donc, c'est pour cela que ça rentre aussi dans l'occlusion. Est-ce que vous avez compris la phonation et l'intérêt de l'entendre et de le voir comment il prononce? OK. La respiration. La respiration, elle doit être à prédominance nasale, mais on peut avoir, dans certains cas, une respiration buccale ou mixte. On peut apprécier le type de respiration par sécheresse buccale et absence d'ostomiant. Parce que vous savez, la plupart des absences de stomiant, les patients ont une respiration buccale. Donc, une respiration buccale peut être à l'origine de certaines formes cliniques de gingivite. C'est tout à fait normal. Quelqu'un qui a une respiration buccale, ça veut dire que l'air va beaucoup circuler dans la cavité buccale. Qui dit air qui circule beaucoup dans la cavité buccale, la salive ici, elle est absente. Et quand elle est absente, ça veut dire qu'elle ne va plus jouer son rôle pour la protection de la muqueuse. Donc, c'est pour cela que certaines formes cliniques de gingivite, on les trouve dans le cas d'une respiration buccale. Je n'ai pas compris votre question, monsieur Damo. Sécheresse. Pourquoi vous avez écrit sécheresse? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'avez pas compris sécheresse? Maintenant, on va voir, je n'ai pas compris la respiration buccale. Qu'est-ce qu'il n'y a pas Non, j'avais dit que la respiration buccale conduit à la sécheresse buccale. Exactement. Bouzid Shiraz, je n'ai pas compris la respiration buccale. Je vous ai dit, quand quelqu'un il respire par la bouche, par un problème, par une cause, par une autre cause, il n'y a pas assez de salive dans la cavité buccale.
Donc, il y a beaucoup d'agressions. Quand il y a beaucoup d'agressions, les micro-organismes vont se multiplier. Et quand ces micro-organismes vont se multiplier, donc ça va favoriser l'apparition d'une gingivite ou d'une maladie parodontale. Est-ce que vous comprenez? OK. L'examen des parafonctions. Donc, on a dit que les parafonctions sont quoi? Sont des activités et des habitudes du système éducateur développées en dehors de la fonction normale de la façon excessive, d'une façon excessive. On a des activités dentodontaires. On doit rechercher le bruxisme, les facettes d'usure, les fêlures et les fractures et tout autre tic. On a des activités dentomusculaires, certaines habitudes personnelles par exemple. On a la succion du pouce, l'utilisation de la pipe, interposition d'objets, mordiment des lèvres et des joues. Et on a aussi certaines habitudes professionnelles. Il y a certains tapissiers ou certains cordonniers qui ont ce genre de parafonction, qui ont une activité dentomusculaire exagérée. Quand on dit parafonction, c'est-à-dire en dehors de la fonction, des fonctions qu'on vient de voir. On a vu la fonction de mastication, on a vu la fonction de déglutition, on a vu toutes les formes de fonctions qu'on a vues. Ici, la parafonction, c'est en dehors de toutes ces fonctions normales. Il y a d'autres que le patient peut développer certaines activités et des habitudes, comme le bruxisme, succion du pouce, la pipe, interposition d'objets, mordiment des lèvres et des joues, pour les tapissiers et les cordonniers. C'est bon? Non. Est-ce que c'est clair pour tout ce qu'on avait vu aujourd'hui? Les fonctions et les parafonctions et l'occlusion. Oui. D'accord. Donc, voilà, donc tout le monde a compris, c'est bon? Très bien. Ce 1907 là, il faut changer, s'il vous plaît. Ne laissez pas lever la main. Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur 1907? Ne mettez pas des abréviations, s'il vous plaît. Vous mettez vos noms parce que je dois noter vos noms. Pardon, madame, c'est Bouzmada Zineb, groupe G. Il faut me l'écrire, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Donc, si c'est clair, on va se quitter sur ça, d'accord? Et on se voit le dimanche prochain à la même heure pour les examens complémentaires, ok? On va faire tous les examens complémentaires, radiologiques, bactériens. Madame, est-ce qu'on peut avancer l'heure à laquelle on commence le prochain TD? C'est-à-dire, vous voulez que ça soit à quelle heure? À 19 h. Ça serait bien parce que maintenant, il y a beaucoup de coupures de connexion et puis on finit souvent tard. Oui, ça ne me dérange pas parce que la prochaine fois, on va tarder. Hein. Raison de plus. Vous voyez avec vos camarades, moi, ça ne me dérange pas. Vous voulez que ça soit à 19 h la semaine prochaine? Oui. J'ai vu avec tout à l'heure, on a fait un sondage et normalement, c'est bon. Très bien. Donc, il faut juste me le faire rappeler, s'il vous plaît, parce que je risque d'oublier. D'accord. OK? 19 h. Non, parce que moi, le problème, il ne se pose pas avec vous. Ça marche très bien, on avance très bien. Moi, le problème qui se pose avec les gens du mercredi.
C'est pas sérieux du tout, ils sont pas sérieux. Je pense que vous avez un autre groupe avant nous, dimanche, à 16h. Non, non, ils ont changé. Ils ont voulu que ça soit le samedi. On l'a fait le samedi, mais ça marche pas très bien parce que ni ils participent, ni ils posent de questions, ni rien. Ils sont morts. Donc là, ce n'est plus un TD avec eux. Je ne sais pas comment ça va se passer. Bref, Friel Jaffrey, on aura un cours sur la poche parodontale ce mercredi. Oui, vous aurez un cours, la poche parodontale avec Dr Bega. Et parce que comme il n'a pas été fait votre mercredi, c'est-à-dire pas le mercredi passé, l'autre mercredi, et vous aurez un cours avec moi, les maladies gingivales induites et non induites par la plaque. Comment on dit sauver? Est-ce que c'est clair? C'est quoi la relation entre la prononciation de certains mots et la maladie parodontale? La relation, c'est que on retombe dans les parafonctions et on retombe dans la mauvaise occlusion. Qui dit mauvaise occlusion dit apparition de la maladie parodontale qu'on doit déceler. Donc, toute mauvaise occlusion doit être décelée avant l'installation de la maladie parodontale. C'est ça le rapport. Parce que l'exemple que je vous ai dit, par exemple, hein, l'exemple que je vous ai donné, c'était P. P. Je vous ai dit que la personne, il y a certaines personnes qui prononcent le P, pas labiolabial, labiodental. Donc, vous voyez, donc il y a une suractivité des dents par la prononciation. Voilà. D'autres questions? Madame, comment est-ce que le frein lingual peut influencer sur la prononciation de certains phonèmes? Le frein lingual? Oui. Mais c'est tout à fait normal, monsieur. Imaginez quelqu'un qui a un frein lingual court, d'accord? Et demandez-lui de prononcer ra. Il ne pourra pas le faire. Ra, c'est à cause du frein lingual. Exactement. Il va prononcer ya, ou là, il va le prononcer autrement. D'accord? D'accord, ouais. Là, on doit intervenir. Mais il y a certains patients qui ont une insertion courte du frein lingual, mais on n'intervient pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une répercussion ni sur la fonction, ni sur la phonation. Donc, c'est pour cela qu'on n'intervient pas. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Avec le TD d'aujourd'hui, on aurait fini pratiquement toute la fiche clinique. Si vous avez remarqué, on aurait fait pratiquement toute la fiche clinique. Il nous reste dans la 3e page, les examens complémentaires. Il y a des questions? C'est bon? Donc, s'il n'y a pas de questions, on se quitte sur ça et on se dit au revoir. Donc, d'après ce qu'il m'a dit Monsieur Shedjaha, que vous voulez que ça soit le dimanche prochain à 19h. Donc, on va essayer de rapprocher un petit peu l'heure. Au lieu que ça soit à 20h, ça va être à 19h. Et comme je vous ai dit, la semaine prochaine, je vais essayer d'avancer bien dans les examens radiologiques et de le finir avec les examens bactériologiques.
Voilà. Donc, on se dit au revoir et bonne fin de soirée et bon courage à vous. Merci. Au Merci, revoir. madame, également. Merci, au revoir.